Cet homme que vous voyez là, ça fait 6 heures qu'il est en train de se faire interroger par la police parce qu'ils sont persuadés qu'il a tiré sur sa petite amie. En réalité, il a 2 balles dans la tête. You're telling me with a revolver in your eye. Yeah. Is it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a They revolver. shot you in the eye. You wouldn't be talking to me right now. It was most likely you, BB. Le 25 décembre 2006, à Phoenix, dans l'Arizona, Ryan Waller a 18 ans. Il vient tout juste de finir le lycée, il adore jouer de la guitare, il est passionné d'informatique et il vit dans un petit appartement avec sa petite amie Heather qui, elle, est âgée de 21 ans. Ils sont ensemble depuis 8 mois et ils viennent tout juste d'emménager dans leur petit havre de paix. Ce soir-là, c'est le soir de Noël, ils n'ont qu'un seul projet, celui d'aller passer le réveillon chez Don, le père de Ryan. Et s'il faut bien que tu retiennes ce détail-là, parce que ce dîner, c'est ce qui va sauver la vie de Ryan, mais ce qui va aussi le détruire d'une autre manière. Avant d'habiter avec Heather, Ryan avait un colocataire qui s'appelait Richie Carver. Ça s'est assez mal terminé entre les deux. On ne sait pas vraiment pourquoi ça s'est mal terminé. Il y en a certains qui disent qu'ils se sont disputés tout simplement, d'autres qui avaient des problèmes d'argent à cause du loyer, mais quoi qu'il en soit, c'est mal terminé entre les deux. En fin de journée, on frappe à la porte de l'appartement. Ryan n'attend personne, il va quand même ouvrir et de l'autre côté, il se retrouve nez à nez avec son ancien colocataire, Richie, qui est accompagné de son père, Larry. Il comprend exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont venus pour régler des comptes et il referme la porte aussitôt. Richie passe sa main dans l'entrebâillement de la porte et tire dans la direction de Ryan à 2 reprises. Une des 2 balles va traverser sa tête juste à côté de son œil gauche. Ryan s'effondre au sol directement. Richie entre dans l'appartement, il trouve Heather sur le canapé. Il tire dans sa direction et là-bas, elle n'avait que 21 ans et est décédée sur le coup. 2 hommes, Richie et Larry, fouillent l'appartement. Ils repartent avec quelques babioles, notamment des guitares et du matériel électronique. Des objets qu'on ne retrouvera jamais après ça. Ils sont convaincus d'avoir laissé derrière eux 2 personnes décédées, sauf qu'ils ne le savent pas, mais Ryan a survécu à ses blessures. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Don, le papa de Ryan, est en train de mettre la table. Il prépare le dîner traditionnel de Noël. Il voit que son fils et sa petite amie ne viennent pas à l'heure à laquelle il l'avait convenu. Il appelle son fils à plusieurs reprises, celui-ci ne répond pas. Il s'inquiète, il prend sa voiture et va sonner chez Ryan. Lorsqu'il voit que personne ne lui répond, il appelle la police pour faire un welfare check, pour être sûr que tout va bien. Les agents arrivent, ils entrent dans l'appartement et tombent sur une scène indescriptible. Sur le canapé, il y a une jeune fille qui est décédée et dans l'appartement, il y a un jeune homme qui est tuméfié, comme s'il avait un œil au beurre noir, qui est ahuri, qui est hébété, qui se déplace en rampant un peu partout, complètement perdu dans son environnement. Pour les policiers, ils en sont sûrs, ils sont face à une dispute conjugale qui a mal tourné. Il aura fallu que 4 minutes pour déclarer Ryan coupable. Ils le jettent au sol, ils le menottent et ils y vont tellement fort qu'il ressortira de cette épreuve avec la mâchoire fracturée. Personne ne voit à ce moment-là, c'est que ce qu'ils pensent être un œil au beurre noir n'est nul autre qu'un orifice d'entrée de balles. Cet homme a 2 balles dans la tête. Ryan est immédiatement transféré au commissariat. Il se retrouve en salle d'interrogatoire. Face à lui, il y a un détective, Paul Dalton, qui est l'enquêteur principal dans cette affaire. L'interrogatoire est filmé intégralement et cette vidéo, aujourd'hui, tout le monde peut la voir. Elle est disponible en libre accès sur Internet. Ça a énormément été relayé, notamment dans la sphère anglophone, et il y a quelque chose qui revient assez souvent sur les vidéos, c'est que Ryan aurait avoué quelque chose à un moment donné, alors que c'est pas du tout vrai. La rumeur est née d'un enchaînement d'événements et en gros, quand Paul Dalton commence à l'interrogatoire, il pose des questions assez simples à Ryan. Il lui demande son nom de famille, il n'arrive pas à lui donner, il lui répond quelque chose comme « je ne sais pas quel nom est utilisé ». Il a des réponses incohérentes, ce garçon. Lorsqu'il lui demande qu'est-ce qui est arrivé à son visage, pareil, il sait pas. Le détective lui dit peut-être que c'est Heather qui t'a frappé, chose à quoi il répond peut-être, je sais pas. Il ajoute ensuite c'était un accident, je ne sais pas. Et c'est très certainement à partir de là que la rumeur selon laquelle il a avoué à l'enquêteur est partie. Quand il dit que c'était un accident, c'est que il sait pas ce qui s'est passé. Il parle d'un homme dont le cerveau est en train de gonfler dans sa boîte crânienne et qui essaye juste d'être poli avec l'enquêteur et de répondre à ses questions. C'est un homme qui est en train de mourir et qu'on est en train d'interroger.
Et malgré tout, lors de cet interrogatoire, il arrive à dire quelque chose d'assez fort, c'est qu'il arrive à nommer Richie et Larry, donc son ancien colocataire et son père, comme étant ceux qui lui ont fait du mal. Il donne les noms, c'est enregistré sur les images, et cette information-là ne sera exploitée que plusieurs semaines plus tard. Au bout de plusieurs heures, quelqu'un finit par inspecter sa blessure. On ne sait pas exactement, ça se situe entre 6 et 8 heures et on se rend compte que c'est pas du tout un hématome, c'est un orifice d'entrée de balle. Suite à quoi Ryan est envoyé aux urgences. Don, le papa, reçoit un appel, son fils est dans un état critique et on ne peut pas l'opérer de suite puisque pendant les longues heures où il a été en interrogatoire avec la police, une infection a eu le temps de se propager dans son cerveau et il faut d'abord la traiter avant d'envisager de retirer la balle. L'opération aura lieu 3 jours après et Ryan restera 35 jours à l'hôpital. Sort de là en ayant perdu son œil gauche et une partie de son cerveau. Il est aveugle, épileptique et incapable de vivre seul. À ça, il retourne habiter chez ses parents. Et pendant ces 35 jours où il est à l'hôpital, aucun policier ne prend la peine de venir interroger Ryan pour avoir sa version des choses. Je vous rappelle que Ryan, c'est la victime. Et de leur côté, les Carver sont libres. Ils vivent leur vie librement à l'extérieur. Ce n'est qu'après le retour de Ryan chez lui que les enquêteurs vont daigner venir l'interroger. Il va livrer tout ce qu'il sait, à savoir que c'est Richie et Larry qui lui ont fait ça. Richie est arrêté dans la foulée et une semaine plus tard, la mère de Richie, la femme de Larry, va livrer son mari aux autorités pour qu'il soit lui aussi arrêté. Lors de son procès en 2008, Richie Carver est condamné à la perpétuité réelle sans possibilité de remise en liberté conditionnelle. Mais du côté du père, c'est pas aussi simple pour une raison que personne n'a vu venir jusqu'alors, le privilège matrimonial. En Arizona, à l'époque, une femme ne peut pas être contrainte à témoigner contre son mari. La femme de Larry invoque ce droit et sans son témoignage, tout s'effondre. Alors, les familles de Ryan et d'Heather se battent pour que ça change. Et en 2009, l'Arizona change sa loi et supprime le privilège matrimonial pour les cas les plus graves. Le nouveau texte de loi porte un nom et pas n'importe lequel, la loi Heather. Grâce à ça, en 2012, à l'issue de son procès, Larry Carver est condamné à passer le restant de ses jours en prison. Maintenant, il reste le cas de la police de Phoenix qui ont porté une accusation à charge envers Ryan. Ryan et son père portent plainte contre la ville, ils réclament 15 millions de dollars, ils accusent les enquêteurs d'avoir retardé les soins et surtout Paul Dalton d'avoir orienté ce dossier. Et quelques semaines avant le procès, la plainte a été rejetée. La ville a produit l'avis d'un expert qui a montré qu'au vu de l'intensité des blessures et de la gravité de ce qu'avait subi Ryan, s'il avait été pris en charge beaucoup plus tôt, ça aurait rien changé. À ce jour, la famille de Ryan conteste toujours cette décision. Et ça, Ryan Waller a continué sa vie. Il est aveugle, il faisait des crises d'épilepsie assez régulières. Le 20 janvier 2016, il est dans un supermarché, il fait une crise, il tombe de toute sa hauteur, sa tête heurte le sol et il ne se relèvera jamais. Il n'avait que 27 ans. Et sur son certificat de décès, la cause remonte aux blessures qu'il a subies en 2006. Bref, besties, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une des histoires les plus tristes que j'ai eu à faire. Je comprends pas qu'on lui ait fait ça, honnêtement. C'était une victime et on l'a laissé souffrir de la sorte. J'arrive pas à comprendre.